pensait avoir trouvé le prince charmant qui allait la sortir de sa petite caisse de supermarché. Mais elle a fini par signer un contrat qu'aucune somme d'argent ne peut racheter. Monsieur Kofi ne voulait pas son amour, il voulait son ombre. Ce que Mireille a dû faire pour ce sac de marque et cette villa sur le plateau va vous glacer le sang. Car en Afrique, quand un homme vous offre le monde sans rien demander, c'est qu'il a déjà pris votre âme en garantie. Bienvenue sur Légendes interdites. Voici l'histoire du luxe le plus empoisonné de Dakar, la séduction du prédateur. Mireille était la plus belle caissière de l'avenue Bourguiba. Un sourire qui effaçait la fatigue des clients, mais un cœur lourd de fin de mois difficile. C'est alors qu'il est apparu. Monsieur Kofi. 60 ans, l'élégance d'un diplomate et le portefeuille d'un roi. Il n'a pas dragué, il a observé. Le premier jour, il a laissé un pourboire de 50 000 francs. Le deuxième, il lui a offert une montre qui valait 3 ans de son salaire. Mireille a hésité, mais la pauvreté est une conseillère qui parle trop fort. Elle a accepté l'invitation à dîner, ignorant que chaque bouchée de ce festin était un clou de plus dans sa future prison. La première règle. Le luxe est venu d'un coup. Un appartement à la cité Cœur Gorgui, un chauffeur, des cartes de crédit illimitées. Mais le luxe de Kofi avait un prix. Le silence et l'obéissance. Mireille, mon trésor, pour que notre baraka continue, tu dois porter ce parfum chaque soir avant que je rentre. Et surtout, ne regarde jamais dans la boîte rouge sous le lit. Mireille riait, pensant à une simple superstition d'homme riche. Elle portait le parfum, une odeur de fleurs fanées et d'encens lourd qui lui donnait le vertige. Elle ne savait pas encore que cette odeur était un marquage, un signal pour les entités que Kofi servait dans le secret de ses nuits. Le piège se referme. Un soir, Mireille a voulu rendre visite à sa mère, sans prévenir. En arrivant à la porte, ses clés ne fonctionnaient plus. Son téléphone a vibré. Un message de Kofi. « Je t'avais dit de rester à la maison ce soir. La baraka est fâchée. Rentre, maintenant. » Mireille a senti un froid polaire lui parcourir l'échine. Elle n'était plus une compagne, elle était une propriété. À votre avis, le luxe vaut-il la perte totale de sa liberté ? Laissez cage en commentaire si vous voulez savoir ce que Mireille a trouvé dans la boîte rouge. Le cauchemar doré ne fait que commencer. Le luxe a une odeur, et pour Mireille, il commence à sentir le renfermer. Monsieur Kofi ne lui a pas offert un appartement, il lui a acheté une prison dont les barreaux sont faits de soie et d'or. Ce soir, elle a réalisé que son téléphone ne capte plus que le numéro de son maître et que chaque caméra dans ce salon est un œil de Kofi qui surveille ses moindres soupirs. La cage est magnifique, mais la proie commence à manquer d'air. La preuve. L'isolement est la première étape du rituel. Pour que l'âme soit prête au sacrifice, elle doit d'abord oublier le monde des vivants. Mireille est seule, et c'est exactement ce que Kofi attendait. En quelques semaines, la vie de Mireille à la Médina semblait n'être plus qu'un souvenir flou, comme une photo qui s'efface sous un soleil trop fort. Monsieur Kofi avait tout orchestré, avec une précision chirurgicale. Pour ton nouveau standing, Mireille, nous devons faire table rase, lui avait-il dit, avec ce sourire paternel qui ne le quittait jamais. Il avait fait remplacer sa garde-robe par des créations de designers, il avait changé son numéro de téléphone pour sa sécurité, et il l'avait installé dans ce penthouse où le silence était si épais qu'il en devenait assourdissant. Mireille se regardait dans les miroirs dorés, mais elle ne reconnaissait plus la fille qui riait avec ses collègues de la caisse. Elle était devenue une poupée de luxe, une décoration coûteuse dans le sanctuaire privé d'un homme de l'ombre. La surveillance invisible. Le malaise s'installa le jour où Mireille voulut sortir faire une surprise à sa mère. À peine avait-elle posé la main sur la porte que le téléphone de l'appartement sonna. C'était Kofi. « Où vas-tu, mon petit cœur ? Le soleil est mauvais pour ton teint aujourd'hui. Reste au frais. J'ai envoyé des cadeaux à ta famille en ton nom. » Mireille se figea. Comment savait-il qu'elle s'apprêtait à sortir ? Elle leva les yeux et remarqua, dissimulées dans les moulures du plafond, de minuscules lentilles de verre. Des caméras. Partout. Dans le salon, dans la cuisine, et même, elle le soupçonnait, dans la chambre à coucher.
Elle n'était plus chez elle. Elle était dans un laboratoire. Chaque mouvement, chaque larme, chaque prière murmurée était enregistrée, analysée, et elle le sentait, utilisée contre elle. Kofi ne se contentait pas de la surveiller. Il la rendait dépendante. Il avait coupé les ponts avec ses amis en leur envoyant des messages d'insultes depuis son nouveau téléphone, se faisant passer pour elle. Mireille est maintenant dans la haute société. Elle n'a plus besoin de petite caissière, disaient les messages. Bientôt, le téléphone de Mireille ne sonna plus du tout, sauf pour les appels de Kofi. La solitude commença à la ronger, et c'est exactement ce que le prédateur cherchait. Quand il arrivait le soir, il était le seul lien de Mireille avec l'humanité. Elle se jetait dans ses bras, non par amour, mais par peur du vide. Il devenait son oxygène, son Dieu, son unique vérité. Et c'est alors qu'il commença à introduire les petits jeux nocturnes, des demandes de plus en plus étranges qui faisaient frissonner son âme. Le premier signe du rituel. Un soir, Kofi arriva avec une boîte en velours noir. À l'intérieur, un collier de perles rouges, sombre comme du sang séché. Porte-le, Mireille, et ne l'enlève jamais, même pour te doucher. C'est pour ta protection. Dès que le fermoir se referma sur son cou, Mireille ressentit une lourdeur insupportable, comme si une main invisible l'écrasait vers le sol. Elle commença à faire des rêves de forêts sombres et de voix qui l'appelaient par un nom qui n'était pas le sien. Elle comprit que les cadeaux de Kofi n'étaient pas des preuves d'affection, mais des chaînes mystiques. Elle était dans la cage de soie, et le maître venait de verrouiller la porte. La caissière de la Médina disparaissait pour laisser place à la captive du plateau. Mireille est désormais isolée du monde, entourée de caméras et liée par un collier qu'elle ne peut plus retirer. Le luxe est devenu son seul compagnon, mais il a un goût de fer et de peur. Selon vous, est-ce que le confort matériel peut compenser la perte de sa vie privée et de ses amitiés ? Si vous étiez à sa place, auriez-vous le courage de briser une caméra au risque de tout perdre ? Laissez le mot « isolement » en commentaire pour soutenir Mireille. Abonnez-vous pour le chapitre 3, le rituel du miroir noir. Mireille va être forcée de regarder ce qui se cache vraiment derrière son propre reflet. Elle pensait que le prix de sa beauté était le maquillage de luxe. Mais elle a découvert que M. Kofi l'utilisait pour nourrir un miroir qui ne rend pas les images, mais qui vole les âmes. Ce soir, Mireille a vu son propre reflet l'implorer de s'enfuir, alors que ses rides apparaissaient dans le verre d'obsidienne. Ce n'est plus de l'amour, c'est du vampirisme mystique. Le luxe n'était que l'engrais pour préparer la récolte. Pour que Kofi reste puissant et riche, Mireille doit accepter de se vider de sa propre vie devant le miroir noir. Le rituel a commencé, et chaque seconde devant ce verre lui vole une année de son futur. L'appartement du plateau, autrefois si brillant, semblait désormais se refermer sur Mireille comme un tombeau climatisé. Un soir de pleine lune, alors que l'air de Dakar était lourd d'une électricité invisible, M. Kofi arriva avec une aura de froideur qui fit frissonner Mireille jusqu'à la moelle. Il ne l'embrassa pas. Il la prit par le poignet et la mena vers une pièce du penthouse dont elle n'avait jamais eu la clé. À l'intérieur, point de meubles de designer, point de tapis de soie, juste des bougies de suif noire et, au centre, un miroir monumental fait d'une pierre sombre et polie. « Assieds-toi, Mireille », ordonna-t-il. Sa voix n'était plus celle d'un amant, mais celle d'un maître de cérémonie. Le luxe avait disparu pour laisser place à la sorcellerie brute. La vision de l'autre moi. Kofi alluma les mèches, et l'odeur du soufre et du sang séché envahit la pièce. Il força Mireille à fixer la surface d'obsidienne du miroir. « Regarde bien ton reflet, Mireille. Vois-tu comme tu es belle ? C'est cette beauté qui fait ma force. » Au début, Mireille ne vit que l'obscurité. Puis, lentement, son propre visage apparut dans le verre noir. Mais ça n'était pas elle. Son reflet semblait terrifié, ses yeux implorant de l'aide derrière la barrière de pierre. Sous ses yeux, l'image dans le miroir commença à se flétrir.
La peau devenait grise, les cheveux tombaient, les dents se déchaussaient. Mireille voulut hurler, mais elle réalisa qu'elle ne pouvait plus bouger ses lèvres. Elle sentait une chaleur insupportable quitter son corps pour être aspirée par le miroir. Kofi, derrière elle, semblait rajeunir, sa peau devenant plus ferme à chaque seconde de l'agonie de Mireille. C'est à cet instant que Mireille comprit l'atroce vérité. Elle n'était pas la compagne de cet homme, elle était sa batterie. Monsieur Kofi faisait partie de ces hommes de l'ombre qui utilisent la vitalité des jeunes femmes pour maintenir leur empire et leur longévité. Chaque cadeau, chaque voyage, Chaque sac de luxe était un investissement pour engraisser son aura avant la récolte devant le miroir noir. « Tu as de la chance, Mireille », murmura-t-il, alors qu'elle pleurait des larmes de sang dans le miroir. « Certaines ne durent qu'une nuit. Toi, tu es forte. Tu vas me porter pendant des années. » Le miroir noir était le véritable patron de Sahel Prestige, et elle était le sacrifice nécessaire pour que les chiffres montent en bourse pendant que sa propre vie s'effondrait. Le retour dans la cage. Quand le rituel prit fin, Kofi la ramena dans sa chambre, comme on range un outil après usage. Il lui offrit un bracelet en or massif pour s'excuser, mais Mireille savait désormais que l'or était le métal de sa prison. Elle s'effondra sur son lit, épuisée, le corps endolori comme si elle avait couru un marathon. En se regardant dans le petit miroir de sa salle de bain, elle vit que ses cheveux avaient blanchi à la racine. Le miroir noir avait pris une part d'elle qu'elle ne récupérerait jamais. Elle tenta de se souvenir de sa mère, de ses collègues de la caisse, mais leurs visages lui semblaient flous, comme s'ils appartenaient à une vie qu'elle avait vécue il y a un siècle. Le poison du rituel commençait à effacer son identité. Mireille est maintenant le carburant mystique de Monsieur Kofi. Elle a vu l'enfer dans le miroir noir, et elle sait que chaque seconde de luxe lui coûte une part de son âme. À votre avis, est-ce que la richesse peut un jour compenser le fait de se voir mourir à petit feu pour le plaisir d'un autre ? Si vous aviez la preuve que votre succès dépendait du sacrifice d'un innocent, pourriez-vous encore dormir la nuit ? Laissez le mot « miroir » en commentaire pour donner de la force à l'esprit de Mireille. Le chapitre 4 arrive. Mireille découvre le dressing secret et ce qu'elle va y trouver va la plonger dans l'horreur absolue. Elle pensait être l'unique reine du plateau, mais elle vient de découvrir qu'elle n'est qu'une remplaçante dans un cimetière de soie. Dans le dressing secret de Monsieur Kofi, Mireille n'a pas trouvé de bijoux. Elle a trouvé les restes de celles qui l'ont précédée. Des robes encore imprégnées de l'odeur du soufre et des identités volées que le luxe a tenté d'effacer. Le sugar daddy ne collectionne pas les conquêtes. Il collectionne les trophées, après les avoir vidés de leur substance. Mireille est la 3e du nom, et elle vient de voir la date de sa propre fin programmée. L'occasion dangereuse. Un mardi, Monsieur Kofi fut appelé pour une urgence à la holding. Pour la première fois depuis des mois, Mireille se retrouvait seule, sans son ombre oppressante, bien que les caméras continuaient de la fixer du plafond comme des yeux de vautour. Mais Mireille avait appris à utiliser les angles morts du penthouse. Poussée par une intuition que même la peur ne pouvait plus étouffer, elle se dirigea vers le dressing monumental. Ce lieu, d'ordinaire rempli de l'odeur des parfums de luxe, empestait ce jour-là une odeur organique, lourde, celle du soufre et de la chair que l'on brûle. Elle poussa le panneau de bois précieux qui cachait un compartiment que Kofi oubliait parfois de verrouiller. À l'intérieur, point de sac à main ou de chaussures vernies. Des étagères entières étaient remplies de boîtes en bois sombre. Mireille en ouvrit une. Elle y trouva un téléphone, un trousseau de clés de quartier populaire et un badge de caissière, exactement comme le sien, mais au nom de Clara. Dans la boîte suivante, des photos de famille déchirées d'une certaine Awa. Plus elle fouillait, plus l'horreur se matérialisait. Monsieur Kofi ne choisissait pas ses proies au hasard. Il ciblait des filles travailleuses, isolées, pleines de vie, pour mieux aspirer leur énergie. Il y avait des dizaines de boîtes. Chaque boîte représentait une vie brisée,
une fille dont la beauté avait été transférée dans le miroir noir pour alimenter la fortune de Sahel Prestige. Le sol sembla se dérober sous ses pieds quand elle atteignit le fond du meuble. Là, une boîte plus récente l'attendait. Sur l'étiquette, écrit de la main calligraphiée de Kofi, Mireille 3, récolte en cours. À l'intérieur, elle trouva une mèche de ses propres cheveux, déjà devenue blanche, et une fiole contenant un liquide sombre qui pulsait au rythme de son propre cœur. Elle comprit que Kofi ne l'appelait pas Mireille par amour, mais parce que c'était le titre de la fonction qu'elle occupait dans son rituel. Elle était la 3e version d'un sacrifice cyclique. Les précédentes Mireilles n'étaient pas parties avec un chèque. Elles étaient devenues de la poussière dans le miroir d'obsidienne. Soudain, le bruit de l'ascenseur privé résonna dans le penthouse. Kofi était de retour plus tôt que prévu. Mireille, le cœur au bord de l'explosion, referma le panneau et se jeta sur le canapé, saisissant un magazine de mode pour masquer ses mains tremblantes. Quand il entra, l'odeur de soufre qui émanait de ses vêtements était insupportable. Il s'approcha d'elle, lui caressant le cou, à l'endroit exact où le collier de perles rouges semblait désormais la brûler. « Tu as l'air pâle, Mireille. Est-ce que tu as encore fouillé là où il ne faut pas ?» Ses yeux semblaient lire dans ses pensées. Elle réalisa qu'elle ne pouvait plus fuir. Elle était marquée. Elle sentait désormais l'odeur du soufre sur sa propre peau, le signe que la récolte finale approchait. Mireille a découvert le cimetière des dossiers sous le luxe. Elle sait qu'elle est la 3e victime d'un cycle qui ne s'arrête jamais. À votre avis, est-ce qu'une femme peut vraiment s'en sortir une fois qu'elle a été marquée pour un tel sacrifice ? Si vous trouviez la boîte de votre propre mort dans le placard de celui que vous aimez, auriez-vous la force de sourire pour survivre une nuit de plus ? Laissez le mot « souffre » en commentaire pour alerter Mireille. Le chapitre 5 arrive. Les sacrifices commencent. Les amis de Mireille disparaissent et elle comprend le prix de sa solitude. Elle pensait que l'argent de Monsieur Kofi venait des banques, mais elle vient de découvrir qu'il vient des veines de ses propres amis. Ce sac de luxe qu'elle porte fièrement au bras n'est pas fait de cuir. Il est imprégné de la vie de ceux que Mireille a abandonnés pour le plateau. À Dakar, le luxe ne se crée pas, il se transvase. Et pour que Mireille brille, ses amis de la Médina doivent s'éteindre. Mireille trouve une boucle d'oreille familière coincée dans la doublure d'un nouveau manteau de fourrure. C'est celle qu'elle avait offerte à Fatou pour son anniversaire. Chaque cadeau de Kofi est un trophée de chasse. Mireille ne porte pas des vêtements, elle porte des linceuls. Le rituel du miroir noir demande du sang frais, et le sugar daddy est allé le chercher là où personne ne poserait de questions. Depuis qu'elle avait emménagé sur le plateau, Mireille n'avait plus de nouvelles de Fatou, sa complice de la caisse. Elle pensait que c'était la jalousie qui les avait séparés. Mais ce matin-là, en ouvrant un carton de chaussures de luxe livré par le chauffeur de Kofi, Mireille sentit son cœur rater un battement. Entre 2 couches de papier de soie, elle trouva un petit bracelet de perles bon marché, cassé. C'était le bracelet de Fatou, celui qu'elle ne quittait jamais. Une odeur métallique, familière et terrifiante s'échappait de la boîte. Ce n'était pas l'odeur du cuir neuf, c'était l'odeur de la morgue de Lazare, que Mireille avait déjà croisée dans ses cauchemars. Prise d'une frénésie morbide, Mireille commença à fouiller tous ses nouveaux cadeaux. Elle déchira les doublures des sacs, inspecta les semelles des talons hauts, vida les flacons de parfum hors de prix. Partout, elle trouvait des indices. Une mèche de cheveux bruns dans un gant, une trace de doigt ensanglanté sur un flacon de cristal, l'empreinte d'une bague familière gravée dans le cuir d'un fauteuil. Kofi ne se contentait pas d'utiliser Mireille comme pile, il utilisait ses liens affectifs pour traquer ce qu'elle aimait. En acceptant l'argent de Kofi, Mireille avait involontairement désigné ses amis comme des cibles. Le luxe empoisonné fonctionnait comme un aimant. Plus elle désirait de belles choses, plus la récolte dans la Médina était sanglante. Le festin des ombres. Monsieur Kofi rentra ce soir-là avec un calme olympien. Il vit le désordre dans le dressing, les sacs éventrés et le bracelet de Fatou sur le marbre. Il ne se fâcha pas. Il s'approcha de Mireille et lui tendit un verre de vin rouge, sombre comme de l'encre. « Tu vois, Mireille, rien ne se perd, tout se transforme.
Tes amis de la Médina étaient destinés à une vie de misère. Je leur ai offert l'éternité en les intégrant à ta splendeur. Ce sac que tu aimes tant, c'est la persévérance de Fatou. Ce parfum, c'est la douceur d'Awa. Tu devrais me remercier de t'avoir entouré de tes proches. Mireille vomit au pied du lit. Elle n'habitait pas un palais, elle habitait un charnier de luxe. Elle portait littéralement les restes de sa propre vie sur son dos. Mireille se regarda dans le grand miroir du salon. Elle vit ses yeux briller d'un éclat nouveau, malsain. En consommant ce luxe, elle absorbait malgré elle l'énergie vitale de ses amis disparus. Sa peau devenait plus lisse, ses cheveux plus soyeux. Mais à chaque fois qu'elle se sentait belle, elle entendait un nouveau cri dans sa tête. Elle était devenue une complice, une prédatrice par procuration. Le collier de perles rouges autour de son cou semblait désormais pulser de joie, se nourrissant de sa culpabilité. Elle comprit que Kofi ne l'avait pas seulement isolée, il l'avait souillée, pour que plus jamais elle ne puisse retourner vers les siens. Qui accepterait le retour d'une fille qui s'habille avec le sang des siens ? Mireille a découvert le prix réel de ses sacs à main, la vie de ses meilleurs amis. Elle est riche, elle est belle, mais elle est couverte de sang invisible. À votre avis, peut-on encore se racheter quand on découvre qu'on a profité, même sans le savoir, de la mort de ceux qu'on aime ? Auriez-vous la force de brûler ce luxe et de retourner à la pauvreté ? Ou le confort est-il devenu votre seule drogue ? Laissez le mot « culpabilité » en commentaire pour Mireille. Le chapitre 6 arrive, la marque de possession. Le corps de Mireille commence à changer de façon irréversible. Elle pensait appartenir à elle-même, mais son corps vient de lui donner tort. Ce matin, sous la douche, Mireille a découvert la signature de son maître gravée dans sa propre chair. Ce n'est pas un tatouage, c'est une mutation. Son âme est en train de quitter son corps par cette marque pour nourrir la longévité de Monsieur Kofi. À Dakar, le luxe ne se porte pas seulement sur le dos, il s'imprime dans le sang. Mireille n'est plus une femme, elle est devenue une propriété, marquée au fer rouge de la sorcellerie. Mireille compare sa marque avec le sceau sur la bague de Kofi qu'il a laissé sur la table de nuit. Les deux motifs pulsent exactement au même rythme, comme un seul cœur. La bague de Kofi ne brille pas par l'or, elle brille par la vie qu'elle aspire. Mireille a vu la marque et elle a compris que le transfert a déjà commencé. Elle est en train de devenir une coquille vide pour que son sugar daddy puisse vivre éternellement. Le silence du penthouse n'avait jamais été aussi lourd. Mireille restait prostrée devant le miroir de la salle de bain, fixant cette anomalie sur son épaule. La marque était là, sombre, violacée, représentant une tête de léopard entourée de serpents. Le sceau de la lignée occulte de Monsieur Kofi. Elle frotta jusqu'au sang, espérant que ce soit une farce, un transfert de teinture de ses vêtements de luxe. Mais la marque était vivante. Elle semblait battre sous ses doigts, une pulsation lente et vorace. Mireille réalisa avec horreur que son corps ne produisait plus sa propre énergie. Il servait de canalisation. Elle était devenue une citerne de vie, dont le robinet était contrôlé par l'homme qui dormait dans la pièce d'à côté. Soudain, une douleur fulgurante la traversa, identique à une décharge électrique. Dans la chambre, Kofi venait de se réveiller. Mireille sentit chaque mouvement de l'homme dans son propre système nerveux. Quand il se leva, elle sentit ses jambes fléchir. Quand il but un verre d'eau, elle sentit la fraîcheur dans sa propre gorge. La marque de possession n'était pas seulement un symbole, c'était un câble spirituel. Kofi l'avait hacké. Il avait fusionné leurs deux essences pour ne former qu'un seul être, où il était la tête et elle, le réservoir de secours. En se regardant dans le miroir, elle vit ses yeux changer de couleur pour prendre le gris métallique de ceux de Kofi. Elle ne perdait pas seulement sa liberté, elle perdait son humanité, bit par bit. Elle s'approcha du lit où Kofi l'attendait, un sourire de prédateur satisfait aux lèvres. Il posa sa main sur la marque de l'épaule et Mireille soupira malgré elle, une sensation de plaisir mêlée d'une fatigue mortelle. « Tu vois, mon trésor, nous ne faisons plus qu'un désormais.
Ta jeunesse est mon remède et mon pouvoir est ton armure. » Mireille regarda les mains de Kofi. Elle n'avait plus une seule ride. Les taches de vieillesse qu'il avait lors de leur rencontre avaient migré sur les propres mains de Mireille. Elle avait 22 ans, mais ses mains ressemblaient déjà à celles d'une femme de 40 ans. Le transfert de longévité était en train de s'opérer sous ses yeux. Le sugar daddy n'achetait pas des cadeaux, il achetait du temps. Et Mireille était la monnaie d'échange. La terreur de Mireille atteignit son paroxysme lorsqu'elle essaya de penser à sa mère. Une migraine atroce lui broya le crâne, la marque sur son épaule devenant brûlante comme de l'acide. Le rituel de possession interdisait désormais toute pensée qui n'était pas liée à Kofi. Elle était devenue une esclave biologique. Ses rêves étaient peuplés des souvenirs de Kofi, de ses crimes passés, de ses conquêtes disparues. Elle voyait défiler les visages des précédentes Mireille, toutes marquées au même endroit, toutes devenues des ombres avant de disparaître. Elle n'était plus Mireille la caissière, elle était le sujet 3, une pile spirituelle prête à être épuisée jusqu'à la dernière goutte de lumière. Mireille porte désormais la signature de son bourreau dans sa chair. Son âme s'évapore pour que Kofi puisse rester jeune. Elle est devenue un miroir de sa propre déchéance. Selon vous, peut-on encore parler de vie quand on ne contrôle plus ses propres pensées ni ses propres cellules ? Si vous découvriez une telle marque sur votre corps, auriez-vous le courage de vous mutiler pour briser le lien ? Ou vous laisseriez-vous aspirer par le luxe ? Laissez le mot « possession » en commentaire pour Mireille. Le chapitre 7 arrive, l'appel de la Médina. Mireille tente une fuite désespérée vers ses racines, mais elle découvre que le poison de Kofi a déjà tout corrompu. Elle a risqué sa vie pour retrouver la seule personne en qui elle avait confiance, mais elle a trouvé un mur de billets à la place d'une étreinte. Ce soir, Mireille a compris que le poison de Monsieur Kofi n'avait pas seulement infecté son corps, il avait corrompu le cœur de sa propre mère. À la Médina, le silence ne se demande pas, il s'achète avec le sang de ses propres enfants. Kofi n'a pas besoin de garde pour surveiller Mireille. Il a transformé sa famille en geôlier rémunéré. Le luxe a gagné contre l'amour, et Mireille est désormais seule au monde, sous la pluie de Dakar. Profitant d'un rare moment d'inattention de Kofi, Mireille s'était jetée dans la nuit dakaroise. Elle avait couru, les pieds en sang, abandonnant ses chaussures de luxe dans le caniveau, fuyant la tour de verre comme si elle était en feu. L'odeur du soufre la poursuivait, et la marque sur son épaule la brûlait à chaque pas, comme si le lien avec Kofi essayait de la ramener en arrière par la force. Elle finit par atteindre les ruelles étroites de la Médina, là où elle avait grandi. L'odeur du poisson grillé et de l'humidité du quartier lui redonna un instant d'espoir. Elle pensait que si elle touchait la main de sa mère, le sort se briserait. Elle pensait que le sang était plus fort que l'or. Elle se trompait lourdement. Devant la petite case familiale, tout semblait avoir changé. Le vieux toit de tôle avait été remplacé par des tuiles neuves et une télévision géante braillait à travers la fenêtre ouverte. Mireille frappa. Quand sa mère ouvrit, ses yeux ne s'éclairèrent pas de joie. Ils s'assombrirent de peur et de culpabilité. « Mireille, pourquoi es-tu ici ? Tu devrais être avec Monsieur Kofi. Il nous envoie tant de bienfaits grâce à toi. » Mireille lui montra sa marque. Ses mains ridées, ses larmes. Elle supplia « Maman, il me tue, il boit ma vie. » Mais sa mère recula, serrant contre sa poitrine un sac de cuir de luxe, le même que ceux du dressing de Kofi. « Ne sois pas ingrate, ma fille. Grâce à toi, tes frères vont à l'école et je n'ai plus faim. Monsieur Kofi est un saint. » Mireille vit alors ses propres frères sortir de la maison, portant des baskets de marque et des téléphones dernier cri. Ils la regardaient comme une étrangère, une menace pour leur nouveau confort. Ils savaient. Ils voyaient bien que leur sœur s'éteignait, mais le prix du sacrifice était trop rentable pour être remis en question. Kofi était passé par là bien avant elle. Il avait inondé la Médina de ses cadeaux, créant une dette de reconnaissance qui pesait plus lourd que la vie de Mireille. Elle comprit que sa famille ne voyait plus en elle une fille, mais une rente.
Elle était le bétail qu'on engraisse au plateau pour que le reste du troupeau puisse survivre à la Médina. La trahison était totale. Sa mère finit par lui tendre un billet de 10 000 francs à travers l'entrebâillement de la porte. « Prends ça et retourne au plateau, Mireille. Ne gâche pas notre chance. » La porte se referma avec un bruit sec, définitif. Mireille resta seule sous l'orage, le billet de banque fondant dans sa main sous la pluie. À cet instant, la marque sur son épaule cessa de brûler pour devenir glaciale. Le lien avec Kofi s'était renforcé, nourri par son désespoir. Elle entendit la voix de l'homme résonner directement dans son crâne. « Je te l'avais dit, Mireille, je suis ta seule famille maintenant. » Elle réalisa que pour Kofi, l'argent n'était pas un outil de plaisir, mais une arme de destruction massive des relations humaines. Mireille a tout perdu. Son passé, sa mère et son dernier refuge. Elle est la source de la richesse de sa famille, mais elle est le déchet de leur conscience. Selon vous, peut-on en vouloir à une famille pauvre d'accepter l'argent d'un monstre? Ou la trahison d'une mère est-elle le crime impardonnable? Si vous étiez à la place de Mireille, auriez-vous la force de pardonner? Ou chercheriez-vous à vous venger de tout le monde? Laissez le mot « trahison » en commentaire pour Mireille. Le chapitre 8 arrive. Le maître des ombres. Mireille découvre enfin la véritable nature de Kofi lors d'une cérémonie secrète. Elle pensait que Monsieur Kofi était le monstre final, mais elle vient de découvrir qu'il n'est qu'un apprenti. Ce soir, dans les entrailles du plateau, Mireille a vu le vrai visage du pouvoir. 12 détenteurs de vie, réunis pour une récolte annuelle dont les dividendes se comptent en années humaines. Ici, les entreprises ne se gèrent pas avec des contrats, mais avec le souffle vital de celles que l'on appelle les piles de soie. La ville ne brille pas grâce à l'électricité, elle brille grâce au vol organisé de la jeunesse des ghettos. Mireille a vu la carte et elle a compris qu'elle n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de sang. Après sa trahison à la Médina, Mireille fut récupérée par les hommes de Kofi comme un colis égaré. Elle ne fut pas ramenée dans son penthouse de luxe, mais conduite dans les sous-sols secrets de la tour de Sahel Prestige. Là, sous des couches de béton et de blindage, se trouvait le véritable cœur de l'Empire. Monsieur Kofi l'attendait, vêtu d'une robe de cérémonie en soie noire. Il ne semblait plus en colère. Il avait le regard de celui qui présente un trophée. « Regarde bien, Mireille. Tu vas comprendre pourquoi ton sacrifice est nécessaire à l'équilibre du monde. » Il la mena dans une salle circulaire où l'air était si froid que sa respiration formait des nuages de cendres. Ils étaient 12. 12 visages que Mireille reconnaissait dans les journaux, à la télévision, au gouvernement, les piliers de la nation. Mais dans cette lumière pourpre, leurs traits semblaient fluides, leurs ombres se mélangeant pour former une seule masse noire au plafond. Devant chaque homme, une fille, identique à Mireille, belle, parée de bijoux inestimables, mais le regard vide, les mains ridées, la peau cendrée. C'était la réunion des détenteurs de vie. Mireille comprit l'atroce symétrie. Chaque succès économique, chaque pont construit, chaque mine ouverte à Dakar exigeait un transfert d'énergie. Monsieur Kofi, celui qu'elle craignait tant, n'était qu'un intendant, un fournisseur de batteries humaines pour des entités bien plus voraces. La réunion commença. On ne parlait pas de chiffre d'affaires, mais de taux de pureté et de longévité résiduelle. Le maître des ombres, une silhouette dont le visage était caché par un masque de léopard en or, présidait la séance. « Le sujet 3 de Kofi est exceptionnel », déclara-t-il en désignant Mireille. Sa résistance à la trahison familiale a densifié son aura. Elle pourra alimenter le secteur de l'énergie pour les 3 prochaines années. Mireille sentit la marque sur son épaule vibrer avec une violence inouïe. Elle n'était plus une femme, elle était une ressource stratégique, un actif financier que l'on s'échangeait entre puissants. Le luxe qu'on lui avait offert n'était que l'emballage d'un produit destiné à être consommé par la haute société. Sous l'effet du rituel collectif, Mireille eut une vision. Elle vit que tout le luxe de Dakar, des voitures de sport aux villas du bord de mer,
était maintenue artificiellement par ce réseau de piles de soie. Si les filles mouraient ou se révoltaient, la ville s'effondrerait dans la poussière en une nuit. Kofi n'était qu'un pion chargé de maintenir la coquette en état de fonctionnement. Le maître des ombres se tourna vers elle et Mireille sentit son esprit être scanné par une volonté millénaire. « Tu es spéciale, Mireille. Tu as vu l'ombre. Maintenant, tu dois devenir l'ombre. » Elle comprit que le luxe empoisonné n'était que le stade initial. L'étape suivante était de devenir elle aussi une prédatrice ou de disparaître à jamais dans le miroir noir. Mireille a vu les visages de ceux qui dirigent réellement sa vie. Elle sait que Kofi n'est que la main qui tient la laisse, mais que le maître est bien plus grand. Selon vous, est-ce que le système peut être combattu quand il est soutenu par les hommes les plus puissants du pays ? Auriez-vous le courage de devenir un monstre pour détruire les autres monstres ou préféreriez-vous mourir en restant humaine ? Laissez le mot « ombre » en commentaire pour Mireille. Le chapitre 9 arrive, l'ultime purification. Mireille va utiliser un secret transmis par sa grand-mère pour tenter de saboter la réunion. Il pensait avoir tout acheté, son corps, sa famille et même son avenir. Mais Monsieur Kofi a oublié une chose. On ne peut pas voler l'âme d'une fille dont la grand-mère était une gardienne du sel. Ce soir, au cœur du sanctuaire maudit, Mireille a réveillé un secret plus vieux que la tour de Sahel Prestige. Le luxe empoisonné rencontre enfin son antidote et le prix à payer pour les prédateurs va être terrifiant. Le sang a une mémoire que l'argent ne peut pas corrompre. Mireille a activé l'ultime purification et pour la première fois, ce sont les monstres qui ont peur de l'ombre. Alors que le maître des ombres levait sa main pour sceller le transfert final, une voix s'éleva du plus profond de l'enfance de Mireille. Ce n'était pas la voix de la peur, mais celle de sa grand-mère, Mame Bineta, la vieille femme de la brousse qui lui murmurait des secrets alors qu'elle n'avait que 5 ans. Mireille, n'oublie jamais, le sel de la terre est plus fort que l'or des hommes. Si l'ombre te touche, cherche l'eau de tes propres larmes. Soudain, le penthouse de luxe et la salle de marbre semblèrent s'évaporer. Mireille ne vit plus les prédateurs, elle vit la terre rouge, les racines sacrées et le courage de ses ancêtres. Elle comprit que la marque sur son épaule n'était qu'une illusion, que sa propre volonté pouvait briser. Mireille commença à réciter les paroles de purification, des mots en langue ancienne que Kofi et ses complices ne pouvaient pas comprendre. Elle ne luttait pas avec ses mains, elle luttait avec sa vibration. Elle utilisa la douleur de la trahison de sa mère et le deuil de ses amis comme un combustible pour allumer un feu intérieur. Ses larmes, chargées du sel de la vérité, tombèrent sur le collier de perles rouges. À chaque goutte, une perle explosait dans un bruit de verre brisé. L'énergie vitale que les hommes essayaient d'aspirer commença à refluer vers elle. Elle ne se vidait plus, elle se remplissait, de la force de toutes les Mireilles qui l'avaient précédée. Elle n'était plus une pile, elle était devenue un incendie. La panique s'empara de la table des 12. Monsieur Kofi, dont la peau était devenue lisse grâce à la vie de Mireille, commença à vieillir à vue d'œil sous l'effet du reflux d'énergie. Ses cheveux blanchirent, ses mains se desséchèrent et ses cris de terreur remplirent la salle. Le maître au masque d'or tenta de lancer un contresort, mais la pureté du rituel de Mame Bineta était comme un acide pour sa magie de sang. Les autres piles de soie dans la salle commencèrent elles aussi à se réveiller, leurs yeux retrouvant la vie alors que le réseau de vol d'énergie implosait. La tour de Sahel Prestige se mit à trembler sur ses fondations, les vitres explosant sous la pression d'une vérité qui refusait de rester souterraine. Mireille se leva, portée par une aura de lumière dorée. Elle s'approcha de Kofi, qui rampait désormais sur le marbre, redevenu le vieillard décrépit qu'il aurait dû être sans ses crimes. « Tu as voulu mon ombre, Kofi. Maintenant, regarde ma lumière », déclara-t-elle d'une voix qui portait le poids des siècles. Elle posa sa main sur le front du maître au masque d'or, et le métal précieux se brisa en 1000 morceaux, révélant un visage de poussière et de vide.
Le pacte des détenteurs de vie était rompu. L'obscurité qui alimentait le luxe du plateau s'évaporait, laissant les puissants nus face à leur propre finitude. Mireille avait purifié son sang, mais elle savait que le combat n'était pas fini. Elle devait sortir de cet enfer avant que tout ne s'écroule. Mireille a utilisé le secret de ses ancêtres pour briser les chaînes de l'or. Elle a sauvé son âme, mais elle a détruit l'empire qui maintenait l'illusion de la ville. À votre avis, est-ce que le savoir des anciens est notre seule arme contre la corruption moderne ? Seriez-vous capable, comme Mireille, de renoncer à tout le luxe du monde pour retrouver votre véritable identité ? Laissez le mot « purification » en commentaire pour célébrer la force de Mireille. Le chapitre final arrive, le prix de la liberté. Mireille sort de la tour, mais le monde qu'elle retrouve n'est plus le même. La cage dorée s'est effondrée et le prédateur n'est plus qu'une poignée de cendres dans un miroir brisé. Ce matin, Mireille a quitté le plateau non pas avec des sacs de luxe, mais avec une puissance que tout l'or de Monsieur Kofi ne pouvait pas acheter. Elle a survécu au poison, elle a vaincu l'ombre, mais le prix de sa liberté est une marque qu'elle portera à jamais. À Dakar, une nouvelle légende est née, et elle ne compte plus se taire. Le luxe a péri, mais la baraka est revenue. Mireille possède désormais le secret des détenteurs de vie, et elle s'apprête à réécrire les règles du jeu. La tour Silla n'était plus qu'un squelette d'acier hurlant sous le vent de l'Atlantique. En franchissant le hall de marbre déserté, Mireille sentit le poids du collier de perles rouges s'évanouir totalement. Elle n'avait rien emporté des bijoux de Kofi, rien de ses robes de créateur. Elle ne portait que sa propre dignité, retrouvée au prix d'un combat contre les ténèbres. Les passants du plateau s'écartaient sur son passage, sentant instinctivement que cette femme n'appartenait plus au monde des ordinaires. La puissance de Mame Bineta coulait dans ses veines, une force tranquille qui faisait taire les rumeurs de la ville. Elle ne cherchait plus à se cacher. Elle marchait vers la Médina, là où tout avait commencé, prête à affronter les fantômes de sa trahison. En entrant dans les ruelles poussiéreuses de son quartier, Mireille vit le changement. Les cadeaux de Kofi, les télévisions, les baskets de marque, les boucles d'oreilles en or s'étaient transformées en poussière grise dès l'instant où le miroir noir s'était brisé. Sa famille était prostrée devant leur case, pleurant sur les débris de leur luxe éphémère. Sa mère, en voyant Mireille, tenta de s'excuser, de plaider la pauvreté. Mais les mots moururent dans sa gorge. Elle vit dans les yeux de sa fille une autorité qui exigeait le respect, pas la pitié. Mireille ne dit rien. Elle ramassa le billet de 10 000 francs qui traînait encore dans la boue et le laissa s'envoler. « Le sang ne s'achète plus ici, maman », murmura-t-elle. La Médina retrouvait sa vérité. Une vérité pauvre, mais propre. Qu'est devenu Monsieur Kofi ? Personne ne revit jamais l'homme élégant du plateau. Certains racontent qu'un vieillard dément, dont la peau semble faite de parchemin brûlé, erre près de la morgue de Lazare, cherchant désespérément une goutte de jeunesse dans les bidons vides. Le maître au masque d'or et son conseil des 12 ne sont plus que des souvenirs effrayants, leurs empires financiers s'effondrant, comme des châteaux de cartes, sous les audits et les scandales. Mais pour Mireille, la justice des hommes était secondaire. Elle avait libéré les âmes de Fatou et de ses autres amis. Elle sentait leur présence protectrice autour d'elle, des souffles de paix qui remplaçaient enfin l'odeur du soufre. Mireille ne retourna jamais à sa caisse de supermarché. Elle s'installa dans la petite case de sa grand-mère, à la lisière de la brousse. Elle devint celle que l'on vient voir quand l'ombre approche, celle qui connaît le prix du luxe et la valeur du sel. Elle ne porte plus d'or, mais sa peau brille d'une santé que tout le plateau envirait. Elle a compris que sa mésaventure n'était pas un accident, mais une initiation. Elle est désormais la gardienne, celle qui surveille les sugar daddies de Dakar, pour s'assurer qu'aucune autre fille ne perde son âme pour un sac de marque. La liberté avait eu un prix atroce, mais Mireille était enfin la seule maîtresse de son propre reflet. L'histoire de Mireille s'achève sur le sable chaud du Sénégal, mais la leçon est éternelle. Le luxe peut habiller votre corps, mais seul le respect de soi peut nourrir votre âme. À votre avis, Mireille a-t-elle eu raison de tout détruire pour sa liberté ?
Ou aurait-elle dû garder une partie de la richesse pour aider les siens? Accepteriez-vous de vivre dans la poussière si c'était le seul moyen de rester vrai? Laissez le mot « liberté » en commentaire pour honorer le courage de Mireille. Abonnez-vous à Légendes Interdites FR, car l'ombre rôde toujours, mais la lumière, elle, n'oublie jamais ses enfants.